du temps. Je me tourne maintenant vers l'opposition officielle et le vice-président de la Commission. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Madame la protectrice, très heureux de vous voir. Les vice-protecteurs, M. Bernier. Je pense qu'en regardant les documents, d'abord, on va se concentrer, bien sûr, sur ce qui ne fonctionne pas. Il faut commencer par dire ce qui fonctionne. Moi, je suis assez soufflé de voir que 98-99% des recommandations que vous faites sont intégrées par l'administration publique à votre satisfaction. C'est énorme. Hein? C'est une note presque parfaite qui vous permet de vous concentrer sur le 1% qui reste, mais ça nous donne une mesure de l'importance de l'institution que vous incarnez maintenant avec votre équipe, qui fonctionne depuis 1968, et comment il était sage pour l'Assemblée nationale et le Premier ministre Daniel Johnson, l'Union nationale de l'époque, de dire, bon, ben, l'administration publique, c'est bien, on a une administration publique remarquable, mais il lui arrive d'être un peu normative et de laisser passer, enfin, d'être trop froide. On leur demande d'être froid avec leurs normes, mais trop froid, ça existe, et le protecteur du citoyen est là pour tiédir un peu le refroidissement qui peut arriver dans l'application des normes. Alors, je tiens à saluer votre travail. On voit cependant que lorsque vous ciblez des cas problèmes en ce moment, Hydro-Québec, Revenu Québec, Santé et services sociaux, en particulier dans les problèmes d'hébergement, font partie des récidivistes de la froideur. Alors, je vais vous en parler un petit peu, mais d'abord, je reviens sur ce que vous avez dit sur les petites économies que vous faites et qu'il n'y a pas de petites économies, il faut préserver les services publics. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes aux premières loges, d'ailleurs, comme observatrice, qu'il y a des optimisations, des compressions budgétaires qui sont faites depuis un certain nombre d'années. Et vous avez déclaré, il n'y a pas si longtemps, le 25 septembre 2013, la chose suivante. Avec chaque annonce de compression, revient la formule consacrée que les services directs à la population ne seront pas touchés. Ce n'est plus vrai. Alors qu'on est à l'aube d'une grande série de compressions et de revisions de programmes, quelle est votre appréhension, d'abord votre lecture de l'impact des compressions que l'on vit déjà et votre lecture de ce qui va se passer dans les mois et les saisons qui viennent? Madame la protectrice. Merci, Monsieur le Président. Avant de répondre directement à la question du vice-président de la Commission, j'aimerais préciser que si 98% de nos recommandations sont suivies, ce n'est pas parce que nous faisons des recommandations de compromission pour qu'elles soient acceptées. Je tiens à le dire parce que c'est une des questions que je pose régulièrement. Est-ce qu'on aurait pu aller plus loin? Est-ce que, donc, on ne négocie pas nos recommandations? Une précision, évidemment, sur Hydro-Québec. Comme nous n'avons pas la compétence actuelle d'intervention, je ne saurais présumer qu'il y a ou non préjudice envers les citoyens chez Hydro-Québec. Compression budgétaire. C'est exact. Monsieur le vice-président citait très exactement une déclaration que j'ai faite lors du dépôt du rapport annuel l'an dernier. Cette déclaration, elle avait pour but de dire, attention, il faut s'assurer que tout est fait pour préserver les services publics. Il n'y a pas de petites économies, il faut regarder partout parce que moi, je considère que lorsque les listes d'attente ne cessent de s'allonger, c'est le cas pour les services d'orthophonie pour des jeunes enfants à l'école, c'est le cas pour l'accès aux urgences, c'est le cas pour l'accès à la justice administrative, et ça, c'est très important. Des tribunaux administratifs comme la Régie du logement, le Tribunal administratif du Québec pour des causes où des citoyens en attente de prestations d'indemnité de la CSST, de la SAAC, ne seront pas entendus avant 2 ans, 2 ans et demi. Ça pose un problème fondamental, non seulement d'accès à la justice, mais de bon fonctionnement de la justice, parce qu'imaginez la qualité des preuves, la qualité des témoignages qui, avec le temps, peuvent s'effriter. Donc, cela m'apparaît important. Est-ce que, pour autant, il n'y a pas lieu de faire des compressions dans le système public? Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question-là. Je pense qu'il faut tout regarder, ce qui est administratif, ce qui est au niveau
des économies qui peuvent être réalisées au niveau du travail moins en silo, de la hausse de productivité, la révision, dans certains cas, des niveaux de poste. Donc, il faut tout faire pour préserver les services publics. Et je pense que ce sera important de le faire avec beaucoup de transparence, non seulement que l'on annonce qu'il y a des coupures de tant de millions ou de tant de postes, mais qu'on dise aussi et qu'on mesure l'impact sur les différents services qui vont être coupés, parce que les citoyens sont en droit de savoir ce à quoi ils auront encore droit ou ce à quoi ils n'auront plus droit. Et cette transparence-là, elle est importante et, à mon avis, elle est déficiente, et cela depuis plusieurs années. Quand je dis déficiente, notamment, par exemple, dans le réseau de la santé, on parle des délais d'attente. On a fait deux rapports spéciaux sur la situation des personnes qui ont un TED. On annonce des délais d'attente qui sont très longs, mais qui ne sont pas complets. Le délai d'attente, c'est pour avoir accès à un diagnostic. Mais entre le moment où vous avez le diagnostic et vous avez le premier service, il peut s'écouler encore 6 mois, 9 mois, 1 an. On a des délais à détailler. Même chose, j'en parlais tout à l'heure, la justice, l'accès à la justice. On a des délais des tribunaux, mais ça, c'est pour la première audition de la Cour. Mais le jugement, la décision du tribunal sera rendue quand? Alors, tout ça, ça fait partie de la transparence, de donner une information qui soit de qualité et qui permette véritablement d'apprécier les choses. Si je résume, donc, ce n'est pas au protecteur du citoyen, bien sûr, de décréter ou de juger que telle coupe devrait être faite ou non, mais le protecteur sera là, par contre, pour vous informer, vous faire rapport sur les conséquences des compressions, s'il y a lieu, sur le respect ou le non-respect des droits et sur la qualité des services, et surtout pour mesurer l'écart entre ce à quoi on s'est engagé et ce qui, dans la réalité, a été rendu comme service public. Je vous remercie, Monsieur le vice-président, en vous mentionnant qu'il reste un peu plus de 3 minutes. Merci. Merci pour ces précisions, effectivement, parce que la promesse est faite qu'il n'y aura pas de coupure de service. Alors, on a déjà un certain nombre d'éléments de connaissances, de coupures de services réelles qui sont faites, donc d'aggravation de la situation. Donc, on compte aussi sur vous pour faire rapport de ça et d'attirer l'attention rapidement. Maintenant, sur Hydro-Québec, je comprends que vous n'avez pas le pouvoir d'y aller. C'était la même chose avec le vérificateur général. Lorsqu'on était au gouvernement du Parti québécois, on leur a donné ce pouvoir-là. J'aimerais bien que vous l'ayez. Mais aussi la recommandation que vous faites pour faire en sorte que les citoyens, qui ne devraient pas être désignés par le terme client, puissent avoir un mode de médiation dans leur rapport avec Hydro-Québec lorsqu'ils ont une difficulté. Est-ce que cette recommandation-là, vous l'avez faite au ministre responsable de l'Énergie, à Hydro-Québec? Est-ce qu'il y a une réponse? Si oui, laquelle? Mme Saint-Germain. Merci, M. le Président. En fait, cette recommandation, je l'ai faite au gouvernement depuis 2010 par la voie du ministère du Conseil exécutif. Je l'ai fait également en 2013, au ministre responsable des institutions démocratiques. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de suite concrète. Hydro-Québec connaît évidemment les intentions du protecteur du citoyen, mais à mon avis, c'est au gouvernement de faire une proposition de modification législative. Il est certain qu'un organisme public ne fera pas les démarches requises pour être assujetti à un organisme de surveillance. Et de la même façon que ça a été fait pour le vérificateur général, je crois que la compétence d'intervention du protecteur du citoyen devrait être accordée par l'Assemblée nationale. Alors, ce serait très simple, d'ailleurs, en matière de législation. Il suffit de modifier un article, l'article 15. Le directeur des affaires juridiques connaît par cœur la loi, et l'article 15 pour ajouter donc un alinéa qui serait compétence d'intervention sur Hydro-Québec. Et je tiens à vous dire que ce ne serait pas une compétence très coûteuse parce que nous avons déjà toutes les infrastructures d'enquête et nous avons déjà les locaux, donc il suffirait de recruter quelques personnes qui seraient consacrées à ce type d'enquête. Et je pense, bien sûr, nous ne l'avons pas documenté là, de manière comptable détaillée, mais je pense que les recours judiciaires, que ce soit devant les tribunaux administratifs ou la Cour des petites créances, qui impliquent des frais pour les citoyens comme pour Hydro-Québec, pourrait amplement, l'économie sur ces recours pourrait amplement justifier, et plus encore,
que cette compétence soit donnée au protecteur du citoyen. Et encore une fois, j'insiste pour dire que notre travail serait impartial. Nous avons un plan de travail, ça fait partie de ce que j'ai soumis au gouvernement, tant avant 2013 qu'en 2013. Nous avons un plan par lequel nous commencerions par rencontrer les instances d'Hydro-Québec, expliquer notre pouvoir, notre méthode d'enquête, comment nous fonctionnons, préparer notre connaissance du dossier pour pouvoir bien intervenir, et ça se ferait d'une manière professionnelle et diligente. Donc, j'espère que ce sera une réalité bientôt. Je vous remercie, Madame la protectrice du citoyen. Ça complète ce bloc